Ils ont placé la pauvre vieille dame dans une maison de retraite, mais en lisant son testament, ils l'ont amèrement regretté. Le ciel était d'un gris sourd ce matin-là, une teinte pâle qui semblait vouloir disparaître derrière les collines silencieuses des environs de Lyon. Madeleine Fournier, 82 ans, le regard posé sur la route qui défilait lentement derrière la vitre du monospace, ne disait rien. Ses mains frêles, gantées de laine, reposaient calmement sur ses genoux. À ses côtés, sur la banquette arrière, ses 3 enfants discutaient à voix basse, évitant soigneusement de croiser son regard. Julien, l'aîné, conduisait avec une concentration rigide, le front plissé comme s'il menait une opération délicate. À sa droite, Hélène triturait nerveusement la lanière de son sac. Paul, le benjamin, occupait le siège passager arrière, silencieux, les yeux rivés sur son téléphone. Tous avaient pris un jour de congé pour ce qui devait être une décision de famille, pour le bien de maman, comme ils avaient dit. Le silence dans la voiture n'était pas tendu, mais pesant. Madeleine n'avait posé aucune question depuis le départ de son appartement de Montmartre, à Paris. Lorsqu'ils étaient venus la chercher tôt ce matin, elle s'était simplement levée, avait mis son manteau de laine bleue et refermé doucement la porte de son ancien monde, sans un mot. Depuis sa chute dans l'escalier il y a 2 mois et les épisodes de confusion qui avaient suivi, ses enfants avaient commencé à parler de solutions. Ce matin-là, ils avaient agi. Camille, la fille d'Hélène, attendait en bas de l'immeuble quand ils étaient sortis. L'adolescente n'avait pas dit grand-chose non plus, mais son regard avait trahi une peine profonde. Elle avait embrassé sa grand-mère en silence, avec cette tendresse désarmante que Madeleine avait toujours su reconnaître. Un geste court mais vrai, qui résonnait encore dans son esprit alors que le portail du foyer Saint-Amour se profilait à l'horizon. L'établissement était discret, presque coquet, caché derrière des haies bien taillées, une bâtisse ancienne, rénovée avec goût, à mi-chemin entre la maison bourgeoise et la clinique. Quand le véhicule s'arrêta, Julien descendit le premier, suivi de ses frères et sœurs. Ils aidèrent leur mère à sortir, chacun avec une attention mécanique, presque professionnelle. « C'est ici, maman. Tu vas voir, c'est très bien, ils sont gentils, il y a un jardin, des activités. » Madeleine hocha la tête doucement, mais ne répondit pas. Son regard allait de l'entrée en pierre aux fenêtres fleuries sans y accrocher vraiment. Un infirmier s'approcha avec un sourire poli et prit la poignée de la petite valise beige que Madeleine tenait encore fermement. « Bonjour, Madame Fournier. Bienvenue à Saint-Amour. Nous allons prendre soin de vous. » Elle suivit l'homme sans protester, son dos droit et son pas lent mais sûr. Ses enfants restèrent sur le perron un peu gênés, à observer cette silhouette s'éloigner vers une vie qu'ils avaient choisie pour elle. Aucun mot d'adieu, aucune promesse de visite fréquente, juste un départ administratif ordonné, propre. Camille, elle, n'avait pas bougé de sa place près de la voiture. Elle regardait sa grand-mère s'éloigner, ses yeux brillants mais secs. Quand Madeleine se retourna une dernière fois, ce fut vers Camille qu'elle regarda. Une seconde à peine, mais assez pour que quelque chose passe entre elles, une promesse muette, une compréhension silencieuse. Puis Madeleine franchit le seuil et la porte se referma sur elle. Le reste de la journée s'écoula dans une routine impassible. Les formalités administratives furent bouclées en 1 heure. Les enfants de Madeleine prirent ensuite le chemin du retour, chacun dans sa voiture, sans passer par Montmartre. Julien, déjà, réfléchissait à la manière de vider l'appartement, de le vendre peut-être. Paul évoquait une agence de gestion locative. Hélène ne disait rien, perdue dans ses pensées. Camille, quant à elle, rentra seule, troublée. Le silence de sa grand-mère, son départ résigné, la distance froide de ses propres parents, tout cela éveillait en elle une colère sourde. Elle n'avait que 17 ans, mais elle savait déjà reconnaître l'injustice quand elle la voyait. Cette journée, elle le pressentait, n'était pas une fin. C'était le début de quelque chose d'autre. Et au foyer Saint-Amour, dans une petite chambre au fond du couloir du premier étage, Madeleine s'assit près de la fenêtre. Elle sortit de son sac un carnet en cuir fatigué et une plume à encre noire. Sans un mot, elle commença à écrire. Ses doigts tremblaient légèrement, mais les mots, eux, coulaient avec la fermeté d'une mémoire intacte. Derrière elle, le silence du lieu était parfait, mais dans sa tête, 1000 voix murmuraient déjà le reste de l'histoire. Les jours s'égrenaient doucement au rythme lent et prévisible de la maison Saint-Amour. Le bâtiment, malgré ses murs en pierre claire et ses volets toujours ouverts sur le jardin, semblait figé dans un entre-deux temps, comme suspendu entre le passé des pensionnaires et le futur qu'ils ne verraient plus.
Madeleine s'était installée sans éclat, comme on prend place dans un compartiment de train déjà en marche. Elle accepta la chambre numéro 22 du côté du verger et rangea elle-même ses affaires dans l'armoire en bois verni. Une robe en lin, 3 foulards de soie, un flacon de parfum presque vide, un portrait de Camille dans un petit cadre de cuivre. Les premiers jours, elle répondit brièvement aux questions du personnel, sans rudesse, mais avec cette distance polie que l'on réserve aux inconnus. Elle n'était ni capricieuse ni rebelle. Elle mangeait peu, dormait à heure fixe, assistait aux ateliers d'écriture sans jamais lire ce qu'elle écrivait. Toujours ce même carnet noir, toujours cette plume à encre. Ses voisins de table murmurèrent d'abord sur sa silhouette droite et son regard qui semblait transpercer les murs, comme si elle guettait quelque chose au loin. Mais Madeleine ne se lia à personne. Au téléphone, elle refusa systématiquement les appels de ses enfants. L'infirmière en chef, une femme joviale nommée Béatrice, avait tenté une médiation, parlant avec douceur de l'importance des liens familiaux. Madeleine la regarda calmement et dit simplement « Ma famille, je la porte déjà assez en moi. » Puis, elle reprit son carnet et ce fut la fin de la discussion. Le personnel finit par s'habituer à sa présence discrète. On la trouvait souvent près de la grande baie vitrée du couloir principal, observant les arbres, les écureuils, les allées désertes. Elle restait là des heures, immobile. Parfois, elle souriait, mais ce sourire ne s'adressait à personne. Il semblait venir d'un souvenir ou d'une pensée privée. Ce mystère commença à intriguer les soignants, mais sans explication tangible, ils laissèrent à la vieille dame à son silence choisi. Pendant ce temps, à Paris, la vie suivait son cours avec une indifférence implacable. Julien, le fils aîné, s'était donné la mission d'organiser la succession logistique. Il engagea une société de débarras pour évaluer les meubles et classer les objets personnels. L'appartement de Madeleine, situé dans une rue charmante mais très prisée de Montmartre, attira vite l'attention d'agents immobiliers. Julien, pratique comme toujours, proposa une vente rapide et Paul acquiesça aussitôt. Hélène, elle, ne dit ni oui ni non, se contentant de signer les papiers que ses frères lui tendaient. Pour eux, leur mère était déjà passée à un autre chapitre. Son existence, désormais, se réduisait à un lit propre, 3 repas par jour, et des souvenirs qu'il préférait ne pas examiner de trop près. Il ne se doutait pas que dans cette routine froide, une fissure se dessinait. Camille, elle, n'avait pas cessé de penser à Madeleine. Le regard échangé lors de leur dernière rencontre continuait de hanter ses nuits. Elle fit pression sur sa mère pour aller rendre visite à sa grand-mère. Hélène tenta d'esquiver, parlant de distance, de devoirs scolaires, de l'inutilité d'un tel déplacement. Mais Camille insista, et un dimanche après-midi, elles prirent le train vers Lyon. Madeleine les accueillit avec un calme souverain. Elle embrassa sa fille et sa petite-fille, leur proposa du thé et s'assit avec elles sous le chêne centenaire du jardin. Hélène parla surtout d'elle-même, de son travail, de ses projets de rénovation. Madeleine écouta, hocha la tête, mais ne répondit que par monosyllabes. Camille, elle, observa tout en silence. Elle vit le mur invisible entre sa mère et sa grand-mère, l'absence d'affection réelle, la mécanique des gestes. Après 1 heure, Hélène proposa de repartir. Camille demanda à rester un peu plus, seule avec Madeleine. Sa mère accepta sans enthousiasme et retourna à la gare. Assises côte à côte, les 2 femmes se regardèrent longtemps sans parler. Puis Madeleine tendit la main vers sa petite-fille et murmura « Tu es la seule qui m'écoute vraiment ». Elle sortit alors de sa poche un bonbon à la violette, comme ceux qu'elle gardait autrefois dans un petit bocal en verre chez elle, et le glissa dans la paume de Camille. Un geste simple mais chargé de tant d'histoire. Puis, dans un ton plus léger, elle ajouta « Sais-tu que j'ai un trésor caché? Un vrai. Il dort dans un coin de mon ancien monde, là où personne ne cherche jamais. » Camille rit, croyant à une blague, mais le regard de Madeleine restait sérieux. « Un jour, tu comprendras. Tout a été pensé, rien n'est laissé au hasard. » Sur le chemin du retour, Camille ne dit rien à sa mère. Mais dans son esprit, quelque chose avait changé. Elle repensa à l'appartement vide, aux porrans dont on lui avait interdit l'accès, aux histoires que sa grand-mère lui racontait quand elle était enfant. Une phrase en particulier résonnait avec une clarté nouvelle. Les choses importantes ne sont jamais là où on les attend. De retour à Paris, Julien continua à organiser les visites avec les acheteurs. Lors d'un après-midi pluvieux, il entra dans la cuisine pour classer les livres de recettes de sa mère. C'était une collection ancienne, des cahiers manuscrits, des livres tachés de farine et de sauce.
En feuilletant l'un d'eux, un petit objet tomba au sol. C'était une clé fine en laiton, ornée d'une étiquette fanée où l'on pouvait encore lire les mots « Ne pas jeter ». Julien haussa les épaules, la mit dans sa poche et reprit son inventaire. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle ouvrait. Mais pour Madeleine, chaque détail avait un sens. À la maison Saint-Amour, Madeleine écrivit plus longtemps ce soir-là. La pluie tambourinait contre les vitres et elle noircissait les pages avec une énergie nouvelle. Ses mains tremblaient en moins, ses pensées étaient plus nettes. Il restait peu de temps, elle le savait. Mais l'essentiel avait été enclenché. Et Camille, elle, porterait la suite. La pluie n'avait pas cessé depuis plusieurs jours sur Paris, lavant les façades de Montmartre dans une monotonie grise. Julien, muni d'un parapluie noir, gravissait les marches humides de l'immeuble de Madeleine avec l'efficacité d'un gestionnaire en mission. L'agence immobilière avait demandé des photos supplémentaires du grenier et du sous-sol pour compléter le dossier de mise en vente. Il en profita pour faire un passage rapide par l'appartement. Une fois à l'intérieur, l'odeur familière de lavande séchée, mêlée à celle du bois ancien, l'enveloppa un instant. Mais Julien n'était pas homme à se perdre dans les souvenirs. Il vérifia les pièces une à une, alluma les lumières, ouvrit les rideaux, prit quelques clichés. Tout semblait à sa place, figé comme un décor de théâtre abandonné. Il descendit ensuite vers le sous-sol, guidé par la lumière tremblotante de son téléphone. L'escalier grinçait sous ses pas, et une légère odeur de terre humide se dégageait des murs en pierre. Le local était vaste, divisé en plusieurs caves numérotées. La leur, celle de Madeleine, portait le numéro 47. En fouillant un vieux meuble de rangement au fond de la cave, Julien tomba sur un ancien livre de cuisine coincé entre deux boîtes métalliques. Le livre était familier. Madeleine y notait autrefois des recettes inventées, des variantes de confiture, de terrine ou de pâtisseries à la rose. Il le prit machinalement, le feuilleta et sentit un petit cliquetis métallique. Une clé, glissée dans un interstice de la couverture, en tomba sur le sol poussiéreux. Elle était fine, en laiton vieilli, ornée de gravures presque effacées. Julien la ramassa, haussa les épaules et la glissa dans sa poche sans autre réflexion. Il laissa le reste en place et remonta, trop occupé à penser à la rentabilité de la future vente pour s'attarder sur ce détail. Quelques jours plus tard, Camille insista pour revenir à l'appartement, seule cette fois. Hélène accepta, pensant qu'un peu de nostalgie ne ferait pas de mal à sa fille. Camille passa la clé de l'immeuble, monta lentement les étages et entra dans l'appartement vide. L'endroit avait été vidé de la plupart des meubles, mais l'atmosphère restait dense, comme si chaque mur murmurait encore le nom de Madeleine. Elle marcha lentement dans le salon, passa sa main sur les rebords des fenêtres, puis s'arrêta devant la porte menant au sous-sol. Elle descendit les marches une à une, son cœur battant plus vite à chaque pas. La lumière de son portable peinait à percer l'obscurité, mais elle connaissait déjà le chemin. Camille avait toujours été curieuse, et ce sous-sol, que sa mère lui avait interdit d'explorer dans son enfance, avait gardé pour elle une aura presque magique. Elle poussa la porte de la cave numéro 47 et observa les murs. Rien de spectaculaire à première vue. Des caisses, un vieux buffet, quelques toiles poussiéreuses. Mais derrière le buffet, en déplaçant prudemment une planche de bois, elle aperçut une petite encoche dans le mur, à peine visible. Ses doigts tremblaient quand elle y inséra la clé. Elle tourna doucement et un déclic discret retentit. Un panneau du mur se détacha, révélant un compartiment creusé dans la pierre. À l'intérieur, un coffre ancien, en bois foncé, cerclé de métal, reposait sur une tablette de pierre. Camille le tira avec effort, le posa au sol et l'ouvrit. À l'intérieur, pas d'or, pas de bijoux, pas de documents bancaires. Juste un unique objet, un grand enveloppe en papier ivoire scellé à la cire rouge. Sur le devant, une inscription manuscrite en lettres nettes. À n'ouvrir qu'après ma mort, à remettre à Camille Fournier uniquement. Son souffle se coupa un instant. Elle ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi direct, d'aussi personnel. Ses mains se refermèrent sur l'enveloppe, sentant sous ses doigts la texture rugueuse du papier épais. Elle referma soigneusement le coffre, le remit à sa place, dissimula à nouveau l'ouverture dans le mur et remonta en courant, le cœur battant à tout rompre. De retour chez elle, dans la chambre qu'elle partageait encore avec sa mère, Camille cacha l'enveloppe dans le tiroir de son bureau. Elle passa la nuit à la fixer sans oser l'ouvrir. Les mots de Madeleine résonnaient en elle, ce secret évoqué à la maison Saint-Amour,
ce trésor dans un coin oublié. Elle comprenait maintenant que rien de ce qu'avait dit sa grand-mère n'était fortuit. Le lendemain, elle prit un train pour Lyon. Elle ne dit rien à sa mère. À l'accueil de la maison de retraite, on lui annonça que Madeleine ne recevait pas de visite ce jour-là. Elle était fatiguée, son état avait décliné légèrement. Camille insista pour lui laisser un mot. Elle écrivit « J'ai trouvé le coffre. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. J'attends votre permission. Je vous aime. » Elle y joignit un dessin, un souvenir d'enfance, un bouquet de lavande, dessiné au crayon. Elle laissa le tout à l'infirmière avec une consigne stricte, remettre dès que possible. Le surlendemain, un appel de la maison Saint-Amour changea tout. Madeleine avait sombré dans un sommeil profond dont elle ne s'éveillerait plus. L'équipe médicale parlait d'un relâchement général, d'un départ paisible. Elle s'était éteinte sans un mot, comme elle avait vécu ces derniers mois, dans une dignité sereine, sans bruit. Camille reçut la nouvelle avec une douleur muette. Elle attendit que sa mère et ses oncles organisent les obsèques, puis une nuit, elle s'enferma dans sa chambre. Elle sortit l'enveloppe, brisa le seau de cire et découvrit un feuillet plié, accompagné d'un petit carnet et d'une carte de visite. Le feuillet était une lettre manuscrite de Madeleine, datée de quelques mois auparavant. Elle y expliquait que ce document remplaçait son testament précédent. Le carnet contenait des indications précises sur certaines œuvres d'art, des biens immobiliers et des dons à effectuer. La carte de visite appartenait à une avocate parisienne, Claire Renaud. Camille comprit que sa grand-mère avait prévu chaque geste, que ce coffre n'était pas une cachette, mais une transmission, et que tout ne faisait que commencer. La pluie avait cessé, laissant dans l'air une odeur de pierre mouillée et de terre fraîche. Camille marchait lentement dans la cour du lycée, distraite, ses pensées absorbées par les événements des derniers jours. Chaque instant de sa visite au sous-sol, la découverte du coffre, le poids de l'enveloppe scellée, tout cela lui revenait avec une intensité presque irréelle. La mort de Madeleine, bien qu'annoncée, n'avait rien dissipé de ce sentiment de mystère en expansion, comme si le départ de sa grand-mère n'avait été qu'un prologue. À la maison, Hélène flottait entre colère contenue et lassitude nerveuse. Elle s'occupait frénétiquement de l'organisation de l'enterrement avec Julien et Paul. Aucun d'eux ne mentionnait Madeleine avec tendresse. Ils parlèrent de formalités, de cérémonies, de frais, comme on gère la fermeture d'un compte bancaire. Camille, elle, se taisait, observant chaque échange, chaque décision prise sans émotion. Elle savait qu'aucun d'eux n'imaginait l'existence du testament caché, et elle savait, au fond, que ce secret allait bientôt bouleverser tout ce qu'ils croyaient acquis. La veille de l'enterrement, Camille prit une décision. Elle prétexta un besoin de solitude, sortit du domicile en fin de journée et retourna à l'appartement de Montmartre. Le lieu restait vide, figé dans une attente sourde. Elle descendit une nouvelle fois dans le sous-sol, cette fois avec une lampe torche et un carnet. Elle vérifia minutieusement les environs du mur creux, cherchant d'autres indices, d'autres traces. Mais rien ne laissait deviner la présence du coffre, si ce n'est une légère irrégularité dans la pierre. Madeleine avait été minutieuse jusqu'au bout. Camille se rassura sur le bon réenfouissement du coffre, nota quelques repères dans son carnet et remonta. En fouillant dans les affaires restantes dans l'appartement, elle trouva dans une boîte à couture oubliée dans la cuisine une enveloppe cachetée à son nom, datée de 6 mois auparavant. À l'intérieur, une note courte, signée de la main ferme de Madeleine. « Tu as trouvé ce que les autres n'ont jamais voulu chercher. N'oublie jamais que le silence dit parfois plus que les mots. Le reste est entre tes mains. » Le lendemain, lors de la cérémonie, Camille resta à l'écart. L'église était sobre, quelques bouquets de lys sur l'autel, et une photo en noir et blanc de Madeleine jeune, l'air grave mais lumineux. Julien lut un discours convenu, évoquant une mère forte et indépendante, tandis que Paul remercia les présents avec des phrases impersonnelles. Hélène versa quelques larmes, mais Camille ne vit dans ses yeux ni chagrin profond, ni remords sincères. Tout était mécanique, comme s'ils enterraient une obligation. Après la messe au cimetière, alors que le cercueil descendait lentement dans la terre, Camille sentit un poids immense tomber sur ses épaules, pas celui de la perte, mais celui de la vérité, à porter seule. 3 jours plus tard, dans le bureau feutré de Claire Renaud, l'avocate recommandée par Madeleine, Camille prit place face à une femme à l'allure nette, cheveux tirés, tailleur sobre, regard précis. Claire l'accueillit avec un sourire discret, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Sur le bureau,
Un dossier épais portait le nom complet de Madeleine Fournier. Sans détour, Camille posa l'enveloppe et le carnet sur le bois lisse. Claire les ouvrit, examina les documents avec soin et acquiesça. « Votre grand-mère avait tout prévu », dit-elle calmement. « Elle a modifié son testament légalement avec toutes les garanties nécessaires. Ce document, accompagné du carnet et de ma propre copie, constitue un ensemble parfaitement valide. Vous êtes prête à connaître la suite ?» Camille hocha la tête, sentant son cœur battre à un rythme irrégulier. Claire prit alors un deuxième dossier, plus mince, qu'elle ouvrit avec précaution. Elle lut à voix haute quelques extraits du testament. Madeleine y stipulait que la quasi-totalité de ses biens, son appartement de Montmartre, une maison secondaire dans le Lot, une collection d'œuvres d'art dont certaines avaient disparu des inventaires familiaux depuis des années, étaient légués à Camille. Mais ce legs était assorti de conditions précises, écrites de la main de Madeleine et validées par Claire. Parmi ces conditions, l'une attira aussitôt l'attention de Camille. La restauration complète d'un ancien orphelinat situé près de Tours, là même où Madeleine avait passé son enfance. Une autre clause imposait la donation d'une partie importante des biens à 3 associations caritatives, dont 2 avaient été fondées par d'anciennes pensionnaires du même orphelinat. Enfin, une dernière condition stipulait que Camille ne pourrait recevoir aucun centime de l'héritage, tant que toutes les tâches ne seraient pas accomplies dans un délai de 2 ans. Claire referma le dossier, laissa le silence s'installer, puis ajouta « Votre grand-mère voulait que vous compreniez son histoire avant d'hériter de ses biens. Elle voulait que vous marchiez dans ses pas pour ne pas répéter les erreurs des générations précédentes. » Camille resta figée. L'émotion ne venait pas immédiatement. Ce n'était ni joie ni colère, mais une forme de vertige. Elle comprenait maintenant que Madeleine lui avait confié bien plus qu'une richesse matérielle. Elle lui léguait une trajectoire, un devoir, presque une mission. Elle sentit pour la première fois que tout ce qui avait paru flou prenait enfin un sens clair. Pendant ce temps, Julien, Paul et Hélène, réunis dans le salon de l'appartement de Paul, évoquaient déjà les gains à répartir. Ils attendèrent la convocation chez le notaire avec impatience, convaincus que les choses se passeraient selon les plans de toujours. Mais cette certitude vacilla brusquement lorsqu'ils reçurent une lettre recommandée. Claire Renaud les informait qu'un nouveau testament daté de 6 mois auparavant annulait toute disposition précédente et que ce testament allait être lu officiellement le lendemain, en présence de Camille, seule héritière légitime selon les volontés de Madeleine Fournier. La colère fut immédiate. Julien cria à la manipulation. Hélène parla d'illégalité. Paul menaça de porter plainte. Mais aucun d'eux ne pouvait encore imaginer à quel point les secrets que leur mère avait emportés avec elle allaient les ébranler. Camille, elle, se préparait. Ce n'était plus une question de droit ou d'héritage, c'était une question de vérité, et elle était prête à l'affronter. Le bureau du notaire était situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement, un de ces lieux où le temps semblait ralenti par les moulures du plafond et les tapis épais qui étouffaient les pas. Les rideaux de velours vert foncé filtraient une lumière d'après-midi déjà pâle, et l'air portait l'odeur persistante du cuir ancien et du papier jauni. À l'intérieur, une tension invisible flottait entre les 4 personnes présentes. Julien, les bras croisés, regardait la porte d'un air impatient, ses mâchoires crispées. Paul, plus réservé, faisait défiler nerveusement les messages sur son téléphone, tandis qu'Hélène, assise bien droite sur une chaise en velours, gardait un visage fermé, presque figé. Camille, en revanche, était calme. Elle était arrivée la première, accompagnée de Claire Renaud, la seule personne dans la pièce à afficher une expression de neutralité. Devant eux, un dossier beige épais posé au centre de la table attendait d'être ouvert. Lorsque le notaire entra, un homme de petite taille aux gestes méthodiques, le silence se fit plus dense encore. Il s'assit sans saluer, ajusta ses lunettes et sortit du dossier principal une enveloppe scellée qu'il ouvrit avec lenteur. Il lut d'abord quelques lignes préliminaires, des formules juridiques standards, puis leva les yeux vers les présents. Le testament que je vais vous lire aujourd'hui est daté de 6 mois avant le décès de Madame Madeleine Fournier. Il remplace et annule tout document antérieur. Il a été déposé officiellement dans mon étude en présence de 2 témoins et enregistré selon les dispositions légales en vigueur. Le contenu a été validé, contresigné et ne présente à ce jour aucune irrégularité. Julien se pencha en avant, prêt à entendre ce qu'il considérait comme une formalité.
Mais dès les premières lignes de lecture, son visage se figea. Moi, Madeleine Fournier, née le 12 mai 1941 à Tours, souhaite que mes biens soient légués selon ma pleine conscience et mes dernières volontés. À mes enfants, Julien Fournier, Hélène Fournier et Paul Fournier, je lègue la somme symbolique de 100 € chacun, en souvenir des moments partagés, sans autre droit ni réserve sur les biens mobiliers ou immobiliers m'appartenant. Un bruit sec résonna lorsque Julien frappa la table de la paume. Paul laissa échapper un souffle incrédule. Hélène resta muette, le regard vide. L'intégralité de mes biens, y compris mais non exclusivement mon appartement situé à Paris, rue des Abbesses, mes parts dans la maison de campagne du Lot, ma collection personnelle de tableaux et objets d'art, ainsi que toute liquidité et compte en mon nom, seront transférés à ma petite-fille Camille Fournier, née le 23 septembre 2007 à Paris, sous réserve qu'elle remplisse l'ensemble des conditions décrites dans les annexes jointes à ce testament. Le notaire s'arrêta un instant pour boire une gorgée d'eau. Les regards se tournèrent envers Camille, qui ne baissa pas les yeux. Elle se savait observée, jugée, accusée déjà, mais elle resta immobile. Claire Renaud lui glissa une feuille discrètement. Sur ce document figurait une liste détaillée des tâches imposées par Madeleine. La restauration complète de l'orphelinat de Sainte-Agnès à Tours, la mise en place d'une fondation culturelle portant son nom et la donation d'un tiers de l'héritage à 3 associations précises. Un délai maximal de 24 mois était imposé pour la réalisation de toutes les clauses. Julien se leva brutalement. « C'est une manigance. Ma mère était confuse ces derniers mois. Elle n'était plus lucide, vous le savez. Ce testament est un abus, c'est du délire pur et simple. » Le notaire resta impassible. Madame Fournier a été examinée par un médecin avant la rédaction de ce testament. Son état de santé a été jugé tout à fait compatible avec une décision lucide et consciente. Les documents médicaux sont ici, à votre disposition. Paul secoua la tête, visiblement dépassé par la tournure des événements. Hélène, elle, murmurait presque sans s'adresser à personne « Pourquoi Camille? Pourquoi pas nous ?» Claire intervint pour la première fois, parce que Madeleine avait ses raisons, parce qu'elle a jugé, selon sa propre expérience, que sa petite-fille était la seule à mériter, ou à pouvoir accomplir ce que les autres ont négligé trop longtemps. Le silence retomba. Le notaire reprit la lecture des clauses supplémentaires, détailla les modalités de mise en œuvre, les obligations légales et les recours éventuels. Julien se rassit lentement, ses poings fermés, son visage rouge de colère. Il échangea un regard avec Hélène et Paul, une entente tacite pour contester. Mais même eux savaient que la marge de manœuvre serait mince. Lorsque la séance prit fin, Camille resta un moment seule dans le bureau vide. Elle se leva, fit quelques pas jusqu'à la fenêtre. Paris s'étalait devant elle, vaste et gris. Elle sentit une pression immense dans sa poitrine, mais aussi une clarté nouvelle. Madeleine lui avait laissé un héritage, oui, mais surtout, elle lui avait légué une mission. Ce n'était pas un privilège, c'était une charge. Et il allait falloir s'y consacrer corps et âme. En sortant du bureau, elle croisa ses oncles et sa mère dans le couloir. Aucun mot ne fut échangé. Ils la regardèrent avec une amertume glacée. Mais elle n'avait pas peur. Elle connaissait désormais la vérité, et elle avait promis de ne pas la trahir. Les jours qui suivirent la lecture du testament furent marqués par une activité fébrile du côté de Julien, Paul et Hélène. Dès leur sortie du cabinet du notaire, les 3 frères et sœurs s'étaient rués sur leurs contacts juridiques respectifs. Julien, sûr de son bon droit, convoqua un avocat spécialisé dans les successions litigieuses. Paul, plus prudent, consulta un ancien camarade d'université devenu magistrat. Hélène, entre l'indignation et la résignation, parcourut frénétiquement tous les dossiers médicaux que sa mère avait pu laisser derrière elle, espérant y trouver une preuve d'inaptitude, un diagnostic ambigu, n'importe quoi qui puisse remettre en question la légitimité de ce dernier acte. Mais chaque tentative se heurta à une même réponse froide. Le testament était solide. Claire Renaud avait pris soin d'anticiper chaque faille possible. Elle avait veillé à ce que Madeleine consulte un expert gériatrique juste avant la signature. Le rapport, joint au testament, stipulait noir sur blanc que la vieille dame possédait toutes ses capacités cognitives et mentales au moment de l'acte. Aucun notaire, aucun juge ne pourrait remettre cela en cause sans preuve formelle de manipulation. Et aucune n'existait. Lorsque Camille se rendit au cabinet de Claire pour une seconde entrevue, l'ambiance fut moins solennelle que la première fois. Claire l'accueillit dans un petit salon adjacent à son bureau principal,
ornée de tableaux contemporains et de photographies anciennes. Elle servit à Camille une tisane fumante avant de s'asseoir face à elle. « Tu te demandes pourquoi ta grand-mère m'a choisi ?» dit-elle d'emblée, les mains croisées sur ses genoux. « Ce n'est pas anodin. Elle a fait beaucoup de recherches. Elle voulait quelqu'un qui n'ait aucun lien, ni amical, ni professionnel avec sa famille. Elle voulait que tout soit neutre, irréprochable. » Camille acquiesça lentement. Elle observait cette femme, d'une 50aine d'années, au port altier mais à la voix douce, et sentait en elle une étrange forme de respect. Claire n'avait rien d'une exécutante administrative. Elle semblait, au contraire, avoir parfaitement compris l'ampleur du geste de Madeleine. « Elle m'a contacté pour la première fois il y a 1 an, poursuivit Claire. Elle était déjà très claire sur ses intentions. Elle voulait léguer son patrimoine non pas à ses enfants, mais à celles qui, selon ses mots, avaient su l'aimer sans condition, sans attendre en retour. Elle parlait souvent de toi, pas comme on parle d'un espoir, mais comme on parle d'une promesse tenue. » Camille baissa les yeux. Elle sentit la chaleur familière d'une larme contenue monter, mais elle la retint. « J'ai une question, » murmura-t-elle. « Pourquoi tant de conditions? Pourquoi ne pas m'avoir simplement? Confier tout cela sans défi à accomplir ?» Claire sourit doucement. « Parce que ta grand-mère n'était pas naïve. Elle savait que l'héritage, même mérité, pouvait devenir un poids si on n'en comprenait pas la source. Elle voulait que tu marches dans ses pas, que tu vois par toi-même ce qu'elle avait traversé. Elle ne voulait pas seulement te transmettre un bien, elle voulait te transmettre une histoire et une mission. » Elle se leva alors, alla chercher un dossier sur une étagère et le posa devant Camille. À l'intérieur, une série de lettres manuscrites, écrites par Madeleine, toutes adressées à Claire. Certaines contenaient des détails techniques sur la gestion des biens, d'autres des confessions intimes. L'une d'elles, datée de l'année précédente, retint l'attention immédiate de Camille. « Claire, si tu lis ceci après ma mort, c'est que tout s'est déroulé comme prévu. Tu connais ma volonté, mais je veux que Camille sache ceci. Mes enfants ont été aimés, choyés, protégés. J'ai fait pour eux bien plus que pour moi-même. Mais ils ont choisi de ne plus me voir. Ils ont laissé le silence remplacer les mots, la distance remplacer les gestes. Seule Camille est revenue. Seule elle a posé les bonnes questions, regardé dans les bons recoins. Elle m'a redonné foi en ce que j'avais cru perdu. » Camille reposa la lettre avec précaution, les mains tremblantes. Ce n'était pas un simple document, c'était un cri étouffé, une vérité murmurée que personne n'avait voulu entendre. Claire reprit la parole avec une gravité nouvelle. « Il y a autre chose, Camille. Quelque chose que Madeleine m'a confié verbalement, mais que je n'ai pas noté dans les documents officiels. Elle m'a parlé d'une œuvre, un tableau disparu depuis des décennies, qu'elle aurait restauré en secret avant de le cacher. Elle disait qu'il représentait l'essence même de son passé, qu'il symbolisait son sacrifice. Elle m'a dit que si tu trouvais ce tableau, tu comprendrais tout ce qu'elle n'a jamais dit. » Camille fronça les sourcils. « Elle m'a parlé d'un trésor, mais jamais d'un tableau. Où aurait-elle pu le cacher ?» Claire secoua la tête. « Elle ne me l'a pas dit, mais elle a mentionné un orphelinat, des couloirs oubliés, des pièces condamnées. Elle a utilisé le mot « refuge ». À ces mots, quelque chose s'éveilla en Camille. Un souvenir. Une vieille photo que Madeleine gardait dans un cadre en bois, représentant un bâtiment austère, entouré d'un jardin envahi par les ronces. Elle se souvint d'avoir demandé « C'est où ça ?» Et Madeleine avait répondu « C'est là que j'ai appris à me taire. » Camille comprit que le chemin venait de se dévoiler. Il ne s'agissait pas seulement de restaurer un bâtiment, il s'agissait de déterrer une mémoire, de redonner voix à une histoire que trop de silence avait recouverte. Claire, en la raccompagnant à la porte, lui tendit une dernière enveloppe. « C'est le contrat de cession. Il te donne les pleins pouvoirs pour commencer les travaux. Mais souviens-toi, chaque décision que tu prendras devra être fidèle à ce que Madeleine était. Sinon, tu ne feras que répéter les erreurs de ceux que tu veux différencier. » Camille repartit, l'enveloppe serrée contre sa poitrine, le regard fixé sur un avenir encore flou, mais désormais porteur de sens. Elle n'était plus une simple héritière. Elle était devenue la dépositaire d'un silence à briser, d'un passé à restaurer et d'un amour qu'il fallait faire vivre par les actes. Camille, assise à son bureau dans la chambre silencieuse qu'elle occupait encore chez sa mère, relisait pour la 3e fois les pages extraites du dossier de Claire. Chaque ligne révélait un pan supplémentaire de la pensée de Madeleine. Chaque condition posée dans le testament
semblait tissée avec une intention minutieuse, presque chirurgicale. Ce n'étaient pas de simples exigences légales ou morales. C'étaient des épreuves initiatiques. Camille le comprenait peu à peu. Sa grand-mère n'avait pas légué un héritage. Elle lui avait transmis un chemin. La condition la plus contraignante était sans doute celle liée à la restauration de l'ancien orphelinat Sainte-Agnès, situé dans les faubourgs de Tours. Madeleine y avait passé toute son enfance, avant d'être placée comme domestique dans une maison bourgeoise à Paris à l'âge de 16 ans. Camille n'en savait que peu de choses, sinon les bribes entendues dans des récits souvent interrompus. Ce lieu, désormais en ruine, devait non seulement être restauré dans son intégrité architecturale, mais transformé en un centre d'accueil culturel, un lieu de mémoire et d'apprentissage gratuit pour enfants défavorisés. Cette tâche, à elle seule, représentait une montagne. La deuxième condition, tout aussi significative, imposait à Camille de céder, dans un délai de 6 mois après le début des travaux, une part définie de l'héritage, précisément 30%, à 3 associations dont les missions recoupaient les valeurs de justice sociale, d'éducation et de patrimoine culturel. 2 de ces associations étaient des petites structures locales, inconnues du grand public, que Madeleine avait soutenues anonymement depuis des années. La 3e était une fondation parisienne qui travaillait à la réinsertion de femmes âgées sans domicile. Camille comprit que ces choix n'étaient pas le fruit du hasard, mais le reflet exact de la vie de sa grand-mère. Une enfant sans famille, une femme de service ignorée, une veuve oubliée. Elle voulait que son argent serve à empêcher que d'autres vivent ces mêmes solitudes. Mais au-delà de ces exigences matérielles, le testament imposait une série de règles comportementales à Camille elle-même. Elle devait s'engager à ne pas vendre les œuvres d'art reçues, à les faire cataloguer et restaurer, puis à les exposer publiquement dans un espace ouvert au public sans frais d'entrée. Elle devait organiser chaque année une exposition thématique liée à l'histoire des femmes dans la France du XXe siècle et inviter des intervenantes de différents milieux. Et ultime exigence, elle devait rédiger un journal de bord détaillé de chaque étape du processus, à conserver aux archives du centre culturel une fois le projet achevé. Camille, bien qu'impressionnée, ne se sentit ni accablée ni révoltée. Elle percevait, dans chaque ligne, dans chaque contrainte, une intention d'amour voilée, dure mais juste. Ce n'était pas une punition. C'était une tentative désespérée de Madeleine de forcer l'avenir à faire mieux que le passé. Ce qu'elle n'avait pu transmettre à ses propres enfants, elle le confiait à sa petite-fille, dans un ultime acte de foi. Pendant ce temps, chez Julien, la rage ne faisait que croître. Il appelait sans relâche avocats et notaires, traquait la moindre faille. Il tenta de démontrer que Camille, mineure jusqu'à peu, n'avait pas la maturité suffisante pour gérer un tel patrimoine. Il argua d'une possible influence indue de Claire Renaud. Il évoqua même devant ses proches l'idée que sa mère avait pu être victime d'un délire sénile masqué. Mais tout cela tombait à plat. Chaque tentative d'attaque était démontée avec froideur. Le testament avait été blindé juridiquement. Claire avait tout prévu. Paul, lui, se montrait plus discret. Il avait repris son travail de consultant, évitant les discussions tendues, mais dans l'ombre, il partageait la rancune de son frère. Hélène, en revanche, commençait à se refermer sur elle-même. Elle ne parlait presque plus. Elle passait ses soirées à relire les lettres anciennes de Madeleine, retrouvées dans une boîte oubliée. Une photo en particulier l'obsédait. Madeleine, jeune, avec elle bébé dans les bras, un sourire lumineux aux lèvres. Hélène comprenait, dans le silence douloureux des souvenirs, que quelque chose d'irréparable avait été perdu. Camille, de son côté, décida de visiter le fameux orphelinat. Accompagnée de Claire et d'un architecte spécialisé en restauration de bâtiments anciens, elle se rendit à Tours un matin de printemps. Le bâtiment, long rectangle de pierre grise, semblait abandonné depuis des décennies. Le portail était rouillé, les vitres brisées, la cour envahie par les mauvaises herbes. Mais malgré la décrépitude, il y avait là une force, une présence. Camille resta longtemps immobile devant l'entrée, comme si elle attendait que Madeleine apparaisse pour lui ouvrir. L'intérieur, poussiéreux et silencieux, conservait l'écho des pas d'enfants d'autrefois. Des lits superposés en métal rouillé, des bureaux renversés, des ardoises noircies par le temps. Claire marcha en silence, laissant Camille absorber chaque détail. À un moment, dans une salle à demi effondrée, Camille trouva un mur couvert de dessins d'enfants, protégés par des vitres cassées. Des soleils, des prénoms,
des fleurs maladroites. Elle s'en approcha et lut, écrit au crayon presque effacé, « Monsieur Fournier, 8 ans, j'aime les oiseaux ». Elle recula d'un pas. Ce n'était plus un lieu, c'était un sanctuaire. Elle comprenait maintenant pourquoi Madeleine tenait tant à ce que ce bâtiment revive. Ce n'était pas pour l'histoire, c'était pour l'âme qu'il contenait encore. Les jours suivants, Camille lança les démarches. Elle ouvrit un compte spécifique pour le projet, contacta les associations mentionnées, mit en place une équipe restreinte mais motivée. Elle annonça à Claire qu'elle acceptait l'intégralité des conditions du testament. Et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit alignée, droite dans ses pas. Non parce qu'elle possédait désormais quelque chose, mais parce qu'elle rendait justice à une femme que le monde avait voulu oublier. Et elle savait au fond d'elle que Madeleine n'avait pas simplement voulu transmettre un patrimoine. Elle avait voulu réparer une trahison silencieuse. Camille ne serait pas seulement l'héritière, elle serait la gardienne d'un engagement, d'un combat, d'une mémoire rendue visible. Et rien ne la détournerait de cette voie. Le mois de mai s'installait doucement sur Paris, et avec lui, une lumière nouvelle semblait s'infiltrer dans les ruelles de Montmartre, réveillant les pierres usées par les ans. Camille passait de plus en plus de temps dans l'ancien appartement de Madeleine, qu'elle s'efforçait de ne pas transformer en musée figé. Elle gardait le lieu vivant, y travaillait, y lisait, y écrivait. Chaque pièce semblait encore contenir la respiration silencieuse de sa grand-mère. Les volets s'ouvraient tôt, les rideaux dansaient à la brise, et le parfum léger de lavande persistait malgré l'absence. C'est dans la chambre, en classant de vieux cahiers, qu'elle découvrit l'enveloppe beige posée dans une boîte en carton. Le papier était jauni sur les bords, le nom de Camille inscrit à la main sur le devant, avec une calligraphie qu'elle aurait reconnue entre mille. L'écriture de Madeleine n'avait jamais tremblé, même dans les dernières années. Camille ouvrit l'enveloppe avec un soin extrême, comme on entr'ouvre une porte vers une voie qu'on croyait perdue. À l'intérieur, une lettre manuscrite occupait 3 pages pleines. Le ton, dès les premières lignes, était celui d'un murmure. Madeleine s'adressait à Camille comme elle ne l'avait jamais fait à voix haute, avec une sincérité désarmante. Elle y parlait non seulement de l'héritage matériel, mais surtout de la fracture invisible qui avait grandi au fil des ans entre elle et ses propres enfants. Elle écrivait « J'ai porté chacun d'eux dans mes bras. J'ai soigné leur fièvre, veillé leurs cauchemars, sacrifié mes plaisirs pour leur avenir. Je n'ai jamais attendu de reconnaissance, seulement qu'ils se souviennent. Mais avec le temps, ils ont commencé à m'effacer. Ce n'était pas brutal, c'était progressif. Moins d'appels, moins de visites, puis l'indifférence polie. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la solitude, c'était leur manière de me considérer comme un poids, une gêne dans leur quotidien ordonné. Camille lisait, figée, la gorge nouée. Madeleine poursuivait « Tu as été différente. Tu ne m'as jamais vue comme une vieille dame. Tu m'as écouté quand je parlais. Tu m'as regardé comme si ce que je disais avait de l'importance. Tu m'as offert ce que mes enfants n'ont plus su me donner, la présence sincère. C'est pour cela que je t'ai choisie. Pas parce que tu es ma petite fille, mais parce que tu es la seule à avoir entendu ce que je n'ai jamais dit. » La lettre ne contenait ni reproches excessifs, ni amertume hurlée. C'était un texte de transmission, un testament intime. Madeleine y racontait des souvenirs que Camille ne connaissait pas. Le premier jour à l'orphelinat, le froid des draps, le pain sec au petit déjeuner, le regard d'une institutrice qui avait fermé la porte au nez d'une enfant trop curieuse, l'amour volé avec un jeune résistant pendant l'occupation dont elle n'avait jamais pu parler à personne, les années de labeur comme restauratrice d'art dans un atelier mal éclairé de la rive gauche, et toujours le même fil rouge, donner, sans retour, sans attendre, jusqu'à ce que le corps lui-même réclame du repos. Camille comprenait peu à peu que l'héritage qu'on lui confiait n'était pas celui des objets, des biens ou des clauses. C'était un tissu de silence, de douleurs gardées, de luttes effacées. Madeleine avait traversé sa vie comme une ombre utile, discrète mais indispensable. Elle n'avait pas été vue, elle n'avait pas été entendue. Et maintenant, elle laissait à Camille la tâche immense de transformer cette invisibilité en mémoire active. La lettre se terminait ainsi. Si un jour tu te demandes pourquoi je n'ai pas laissé tout cela à tes oncles ou à ta mère, souviens-toi de cette phrase. On ne transmet pas ce qu'on possède, on transmet ce qu'on comprend. Et toi, tu as compris. Après avoir rangé la lettre dans une boîte à part, Camille alla marcher dans les rues de Paris, laissant ses pas la guider sans but.
Elle traversa les jardins du Luxembourg, observa les enfants courir, les couples assis sur les bancs. Elle sentait en elle une lucidité nouvelle. L'héritage était devenu une voix intérieure. Chaque décision qu'elle prenait désormais était informée par cette lettre, cette vérité. Elle ne pouvait plus agir mécaniquement ou par simple obéissance. Elle devait choisir à chaque pas d'être digne du regard que Madeleine avait posé sur elle. Le soir même, elle organisa une rencontre avec les responsables des 3 associations mentionnées dans le testament. La réunion eut lieu dans un petit café de la rue de Charonne, à l'abri des regards. Les femmes qui se présentèrent n'étaient pas des dirigeantes froides ou des gestionnaires en costume. Elles portaient les marques de la lutte. L'une avait vécu 20 ans dans la rue avant de créer un centre d'accueil pour femmes âgées. Une autre dirigeait un programme d'alphabétisation dans les quartiers oubliés. La troisième gérait un atelier artistique pour enfants traumatisés. Toutes, en apprenant qui était Madeleine Fournier, se souvinrent d'une donatrice discrète, régulière, qui ne demandait jamais de compte, mais envoyait des lettres d'encouragement. Camille leur parla du projet du centre culturel, de la restauration de l'orphelinat. Elle évoqua les conditions du testament, les délais, les défis. Les femmes l'écoutèrent sans interrompre. Puis l'une d'elles dit « Si votre grand-mère vous a confié tout cela, c'est qu'elle savait que vous iriez au bout. Nous serons à vos côtés. » Cette solidarité inattendue fit chanceler Camille. Elle comprit que Madeleine n'avait pas seulement laissé un plan. Elle avait semé dans les marges de sa vie les premières graines d'un réseau invisible. Et Camille, sans le savoir, héritait aussi de cela. Le lendemain, elle retourna à Tours avec Claire. Ensemble, elles rencontrèrent le maire de la commune. Le projet fut accueilli avec étonnement, puis un respect grandissant, en découvrant l'ampleur de l'initiative. Un comité fut mis en place, une étude de faisabilité lancée et des premières promesses d'aide locale formulées. Camille, jeune et encore inexpérimentée, parlait avec la clarté d'une mission reçue, non d'un projet personnel. Elle savait que la route serait longue, mais elle n'était plus seule. Et chaque nuit, en rentrant, elle posait la main sur la lettre de Madeleine, comme on touche une étoile dans le noir. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas une réparation, c'était un relais. Et elle courait désormais avec toute la force d'une vérité que rien ni personne ne pourrait plus enterrer. Le chantier de restauration de l'orphelinat à Sainte-Agnès avait officiellement commencé. À l'entrée, un panneau simple portait l'inscription « Projet Madeleine, Centre de mémoire et d'avenir ». Le nom avait été choisi par Camille, sans hésitation. Ce lieu autrefois noyé dans l'oubli allait renaître à travers les gestes, les couleurs, les outils, les pierres retournées, les vitres remplacées. Il ne s'agissait pas de restituer un bâtiment à l'identique, mais d'honorer ce qu'il avait abrité, protégé, révélé. Camille venait chaque jour. Elle observait les maçons travailler, les architectes débattre, les bénévoles trier les objets retrouvés dans les décombres. Chaque salle dévoilait des traces enfouies. Des livres à demi brûlés, des cahiers d'enfants, des vêtements raccommodés, des plaques nominatives rouillées au fond des casiers. Elle tenait un journal détaillé de chaque découverte, comme l'avait exigé Madeleine. Mais elle allait plus loin. Elle interrogeait les anciens voisins, les habitants de la ville, les femmes âgées qui se souvenaient, parfois dans le désordre, des pensionnaires de l'époque. Un jour, une vieille dame nommée Gisèle se présenta spontanément sur le chantier. Elle tenait une boîte en fer et dit simplement « J'ai connu votre grand-mère. Nous étions dans la même chambre. Elle m'appelait Oiseau muet. » Camille la fit entrer, la conduisit jusqu'à une salle réaménagée en lieu d'archives temporaires. Gisèle s'assit avec lenteur, ouvrit la boîte et en sortit des lettres, des photographies, des dessins. Elle dessinait mieux que nous toutes, elle cachait ses cahiers sous les matelas. Une fois, elle a dessiné une fenêtre qui s'ouvrait sur une mer. Aucune de nous n'avait jamais vu la mer, mais quand on regardait son dessin, on la sentait. Camille feuilleta les papiers avec précaution. Chaque trait de crayon, chaque mot griffonné semblait porter en lui une étincelle du passé. Madeleine n'avait pas seulement vécu ici. Elle y avait laissé une empreinte, une résistance silencieuse contre l'oubli. Gisèle parla des règles strictes, des punitions, mais aussi des rires, des chants chuchotés dans le noir. Elle évoqua une nuit de Noël où Madeleine avait improvisé une pièce de théâtre avec des poupées de chiffon. Elle disait que l'imaginaire était plus fort que les murs. Camille enregistra chaque témoignage. Elle les fit transcrire, les associa aux objets retrouvés, créant peu à peu une cartographie sensible de la mémoire collective du lieu. Mais ce furent les carnets intimes de Madeleine,
retrouvés dans une boîte scellée au fond d'un placard muré, qui changèrent tout. Écrit entre l'adolescence et l'âge adulte, il constituait un journal fragmenté, mélange de récits, de rêves, de réflexions. On y lisait ses premiers pas dans le monde du travail, ses humiliations comme domestique, son émerveillement lors de ses premières visites au musée du Louvre. Aujourd'hui, j'ai vu un Rembrandt. J'ai compris ce que c'était que d'exister dans la lumière. Ou encore, on me regarde sans me voir. Mais moi, je vois, je retiens les détails, les ombres, les silences. Un jour, je ferai parler ce qu'on refuse d'écouter. Camille comprit à la lecture de ces lignes que la vocation artistique de Madeleine ne s'était pas imposée comme un choix, mais comme une nécessité vitale. Restaurer des œuvres n'était pas seulement un métier, c'était une manière de réparer le monde, de redonner une place à ce qui avait été effacé. Madeleine avait vécu sa vie en se battant contre l'invisibilité, et chaque tableau qu'elle avait restauré était un manifeste contre l'effacement. Un autre fragment attira particulièrement l'attention de Camille. J'ai rencontré Henri. Il est grave, silencieux, mais il me regarde comme si j'étais une lumière. Il ne me promet rien, et pourtant, je me sens entière. Camille sut immédiatement qu'il s'agissait de son grand-père, décédé avant sa naissance. Dans une autre page, Madeleine évoquait leur mariage, les années de bonheur volées à la guerre, puis la dégradation lente de leur relation, la solitude malgré la famille, le travail, les enfants. Mais jamais une seule fois, elle ne parlait de haine, pas même envers ses fils ou sa fille. Elle écrivait « Je ne les accuse pas. Ils sont le fruit d'un monde qui valorise le visible. Moi, j'ai appris à vivre dans les marges. Ils ne peuvent comprendre, mais peut-être que leurs enfants comprendront. » Camille referma les carnets en silence. Elle ressentait en elle une transformation. Ce projet, qu'elle avait d'abord abordé avec respect, était devenu une mission intime. Chaque geste qu'elle faisait, chaque décision, était désormais guidée par cette voix retrouvée. Elle n'était plus simplement la petite fille d'une femme oubliée. Elle était devenue sa continuatrice. Les travaux progressaient. Une des anciennes salles de classe fut choisie pour devenir l'espace d'exposition principal. Camille proposa qu'elle soit consacrée non seulement à Madeleine, mais à toutes les femmes passées par l'orphelinat. Un mur serait dédié aux prénoms retrouvés, un autre aux lettres, un autre encore aux objets personnels. Elle imagina une pièce immersive où les visiteurs pourraient entendre des extraits des carnets lus à voix haute, accompagnés de musique de l'époque. Elle voulait que l'on sente, en entrant, la densité humaine de ce lieu, sa mémoire charnelle. Pendant ce temps, les tensions avec Julien, Paul et Hélène atteignaient un point de rupture. Ils avaient reçu les premiers documents officiels confirmant l'irrévocabilité du testament. La perte définitive de leurs espoirs financiers les rendait amers. Julien lança une ultime procédure invoquant l'influence psychologique, mais elle fut rejetée dès le premier examen. Le silence s'installa entre eux et Camille. Aucun appel, aucun message. Mais elle n'en souffrait plus. Elle n'attendait rien d'eux. Elle savait désormais que la famille n'était pas une question de lien biologique, mais de regards posés, de gestes donnés, de fidélité silencieuse. Elle recevait chaque jour des lettres, des dons, des témoignages de femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Des inconnus qui racontaient avoir connu Madeleine ou avoir été touchés par son parcours. Le réseau invisible prenait forme. Qu'un matin, alors que Camille rangeait un lot de planches trouvées dans une cave, elle sentit une légère aspérité derrière une cloison de bois. Elle fit venir un menuisier qui démonta la paroi. Derrière, dissimulé soigneusement, se trouvait un tableau enveloppé dans du lin épais. Lorsqu'elle en déroula la toile, elle découvrit une scène sombre mais vibrante. Une femme assise, seule, dans une pièce vide, un livre ouvert sur les genoux. La lumière venait d'une fenêtre invisible, éclairant seulement son visage. Au dos, une inscription manuscrite, ce que personne n'a voulu voir. Camille sut alors que ce n'était pas une simple œuvre, c'était la clé, la voix ultime de Madeleine. Une toile peinte peut-être par elle-même ou par un inconnu qu'elle avait voulu sauver. Un fragment d'histoire, offert en héritage, comme une énigme résolue. Le passé venait de parler, et Camille était prête à lui répondre. Les murs du futur centre culturel étaient désormais droits, dégagés, consolidés. Les toits avaient été réparés, les fenêtres remplacées, les couloirs vidés de leur poussière ancienne. Le chantier, pourtant loin d'être achevé, prenait une forme qui rappelait déjà les contours d'un lieu vivant. Camille supervisait chaque étape,
avec une rigueur croissante, entourée d'une petite équipe de bénévoles, de techniciens et de jeunes étudiants venus prêter main forte. Elle travaillait sans relâche, du matin jusqu'à la nuit, son visage désormais empreint d'une détermination tranquille. Mais au fond de cette apparente maîtrise, elle savait qu'un moment inévitable approchait. Le face-à-face avec ceux qui avaient, toute leur vie, prétendu aimer Madeleine sans jamais la connaître vraiment. La convocation arriva un jeudi matin. Claire Renaud lui fit parvenir un courrier précisant que, malgré tous les recours rejetés, Julien, Hélène et Paul insistaient pour organiser une réunion en présence de toutes les parties. Officiellement, il s'agissait de clarifier certains points administratifs, mais Camille n'était pas dupe. Il voulait se mesurer à elle, comprendre comment elle avait pu leur échapper, leur retirer ce qu'ils pensaient acquis. Il voulait reprendre le contrôle, même si le temps et la loi ne leur donnaient plus raison. La réunion fut fixée dans une salle de conférence d'un cabinet juridique neutre situé dans le 11e arrondissement. Claire accompagna Camille, tandis que les trois autres arrivèrent ensemble, tendus, vêtus de sombre, les visages tirés. Julien affichait cette arrogance habituelle teintée de mépris à peine voilée. Paul gardait les yeux baissés, visiblement plus mal à l'aise. Hélène, elle, semblait absente, comme traversée par des pensées qu'elle ne partageait plus. Le début fut courtois, presque froidement professionnel. Julien prit la parole, détaillant les incompréhensions suscitées par les clauses du testament, remettant en question la capacité de gestion de Camille, accusant Claire d'avoir orienté la rédaction. Claire, imperturbable, répondit avec des faits, des dates, des documents signés. Camille resta silencieuse, ses mains posées sur la table, droite sur sa chaise, observant ses interlocuteurs sans ciller. Puis, brusquement, Julien changea de ton. Il se pencha vers Camille et lança « Tu crois vraiment que tu méritais tout ça? Que notre mère t'aimait plus que nous? Ce n'est pas de l'amour, c'est une punition qu'elle nous a infligée à travers toi. » Le silence qui suivit fut glacial. Camille inspira profondément, puis se redressa légèrement. Sa voix, quand elle parla, n'avait rien d'une provocation. Elle était posée, ferme, presque douce. « Je ne crois pas que Madeleine m'aimait plus. Je crois qu'elle m'a regardé différemment. Elle vous a attendu toute sa vie. Vous n'êtes jamais revenu. Vous l'avez laissée seule dans ses silences. Vous n'avez jamais posé de questions. Moi, j'ai écouté, j'ai cherché, et elle a vu en moi une chance de ne pas tout laisser disparaître. » Julien se leva d'un bond. C'est facile de jouer la petite fille modèle quand on reçoit tout sur un plateau. Camille le fixa avec calme. Ce n'est pas un plateau, Julien. C'est un fardeau. Tu crois que c'est facile de porter sa mémoire, de reconstruire sa vie, pierre par pierre, lettre par lettre? Tu crois que cet orphelinat est un cadeau? C'est un tombeau qu'il faut transformer en refuge. Et je le fais, chaque jour. Toi, tu voulais vendre son appartement avant même qu'elle soit enterrée. Paul tenta d'intervenir, mais sa voix se perdit dans la tension croissante. Hélène, jusque-là muette, se leva lentement. Assez. Tous se tournèrent vers elle. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient clairs. Camille dit vrai. On a été lâche. On s'est éloigné. On a fermé les yeux sur ces silences. On n'a rien vu, rien compris. Elle nous a tendu des perches, des signes. On a préféré penser qu'elle allait bien, qu'elle n'avait besoin de rien. Elle nous a écartés, oui. Mais c'est nous qui l'avons d'abord laissé tomber. Julien voulut réagir, mais se ravisa. Pour la première fois, Camille vit une fissure dans son assurance. Il n'avait plus d'arguments. La vérité simple et nue s'était imposée. Claire remercia les participants et mit fin à la réunion, non sans rappeler une dernière fois la légitimité indiscutable du testament. À la sortie, Camille croisa le regard de sa mère. Aucun mot ne fut échangé, mais une fatigue commune semblait les rapprocher un instant. Dans le taxi qui la ramena chez elle, Camille sentit ses épaules se relâcher. L'affrontement avait eu lieu. Il n'avait pas réglé les douleurs, mais il avait mis au jour les mensonges, les dénis, les fuites. Madeleine avait choisi, et Camille avait porté ce choix avec honnêteté. Le soir même, elle retourna à Tours. L'équipe de chantier avait découvert un nouvel espace derrière un ancien mur porteur. Une pièce basse, sombre, contenant de vieux chevalets, des pigments secs et une série de toiles inachevées. Parmi elles, un portrait commencé, puis abandonné. Une jeune femme, le regard tourné vers l'extérieur, les traits à peine esquissés, comme suspendus entre deux mondes. Camille comprit que c'était le dernier message. Madeleine, même dans ses œuvres incomplètes, avait laissé des traces de sa vérité.
Elle ne demandait pas qu'on la comprenne pleinement. Elle voulait juste qu'on lui offre enfin une place entière, pas dans les souvenirs embellis, mais dans la réalité brute, vivante, imparfaite. Et Camille, dans ce moment suspendu, sut que la reconstruction ne faisait que commencer, que la mémoire n'était pas un monument mais une action, et que l'amour parfois prenait la forme d'une lutte silencieuse contre l'effacement. Les travaux de réhabilitation du Centre culturel Madeleine approchèrent d'un tournant décisif. La façade principale, autrefois fissurée et envahie de lierre, avait retrouvé sa structure originelle. Les vitraux avaient été restaurés selon les croquis retrouvés dans les anciens registres. Les salles, débarrassées des décombres, accueillaient peu à peu mobilier, éclairage et équipements modernes, soigneusement intégrés pour ne pas trahir l'esprit du lieu. Camille, dans cette dernière ligne droite, ne ralentissait pas. Chaque détail passait par elle. Chaque décision était validée à la lumière de ce que Madeleine aurait voulu préserver. L'espace dédié à l'exposition permanente prenait forme. Les œuvres, les lettres, les objets collectés depuis des mois étaient désormais encadrés, catalogués, accompagnés de textes explicatifs. Camille supervisait aussi la préparation des archives audio, extraits des carnets de Madeleine, lus par des comédiennes, témoignages enregistrés des anciennes pensionnaires de l'orphelinat, lecture de poèmes choisis. Tout devait s'inscrire dans une expérience de mémoire immersive, sensible et fidèle. Un après-midi, alors qu'elle inspectait les finitions d'un des couloirs du rez-de-chaussée, un ouvrier vint à sa rencontre. Il lui expliqua qu'un mur derrière une cloison technique, jusque-là inaccessible, avait révélé une structure inhabituelle. L'homme, intrigué par la différence dans les sons produits lorsqu'on frappait à différents endroits, avait demandé l'autorisation de vérifier. Camille le suivit immédiatement. La pièce en question, exiguë et obscure, semblait avoir servi de débarras. Les murs étaient bruts, couverts d'une fine pellicule de suie. Au fond, une cloison en bois clouté semblait plus récente que les autres éléments. L'ouvrier, armé d'un pied de biche, retira lentement les planches, révélant un espace creux. À l'intérieur, soigneusement protégé dans un tissu noir et doublé de toile cirée, se trouvait un objet rectangulaire, lourd, enveloppé de plusieurs couches. Camille s'agenouilla, retira le tissu avec précaution. Ce qu'elle découvrit alors la laissa muette. C'était un tableau, intact, en parfait état de conservation. Une œuvre de grande taille, peinte dans des tons sépia et bleu foncé. Elle représentait une scène intérieure, une femme assise sur un banc d'église, un chapelet entre les mains, le visage tourné vers la lumière, entrant par une rosace. Autour d'elle, dans l'ombre, des enfants dormaient à même le sol, blottis les uns contre les autres. Mais ce n'était pas une œuvre anonyme. Sur le cadre intérieur, une plaque discrète portait une inscription. Madeleine Fournier, 1967. C'était une toile signée de sa grand-mère. Camille en resta paralysée un instant. Elle ne savait pas que Madeleine avait jamais peint à ce niveau. Rien dans les archives, rien dans les carnets ne mentionnait cette œuvre. C'était une pièce inconnue, dissimulée volontairement. Elle fit appel à une restauratrice d'art du musée de Tours. Après examen, l'experte confirma que l'œuvre était d'une facture exceptionnelle, digne d'être exposée dans les plus grandes institutions. Les pigments, l'usage de la lumière, la profondeur émotionnelle de la scène, tout témoignait d'un immense talent. Mais surtout, la toile avait une valeur historique inestimable. Elle parlait d'un temps, d'un lieu, d'une émotion collective. Elle était, en soi, un manifeste silencieux. Camille se rappela soudain les mots de Claire. Elle m'a dit qu'il existait une œuvre, un secret gardé, le cœur de son passé. C'était donc cela, le cœur de Madeleine, enfin mis au jour. Un dernier cadeau, un message enfoui que seule Camille avait pu entendre. Elle fit installer la toile dans la salle centrale du centre culturel, dans un espace baigné d'une lumière douce et naturelle. Une plaque explicative fut rédigée, mais Camille choisit de n'y mettre aucun commentaire personnel. Juste le titre, la date, le nom de l'artiste et une phrase manuscrite retrouvée dans un carnet. Là où l'on prie sans bruit, naît l'espérance la plus forte. Le bouche à oreille autour de cette découverte ne tarda pas à circuler. Des historiens de l'art, des journalistes culturels, des conservateurs vinrent visiter le chantier. Tous furent frappés par la puissance de l'œuvre. Certains proposèrent de la prêter à des musées. D'autres voulurent publier des articles. Camille déclina poliment. La toile resterait là où elle avait été pensée, peinte.
cachée. Elle appartenait à ce lieu, à cette mémoire, à cette voix que Madeleine n'avait jamais pu élever de son vivant. La nouvelle arriva aux oreilles de Julien, Paul et Hélène. Tous trois réagirent différemment. Julien tenta de faire valoir un droit d'auteur moral au nom de la famille, prétendant que l'œuvre faisait partie du patrimoine commun. Mais les documents déposés par Madeleine contredisaient toute possibilité de réclamation. Paul se montra curieusement silencieux, sans doute dépassé par l'ampleur du symbolisme. Hélène, elle, fit le déplacement à Tours, seule, sans prévenir Camille. Elle visita le chantier en silence, entra dans la salle d'exposition, s'arrêta devant la toile. Elle y resta longtemps. Quand Camille la vit, elle ne la chassa pas. Elle vint simplement se placer à côté d'elle, sans un mot. Après plusieurs minutes, Hélène parla enfin. « Je ne savais pas qu'elle peignait ainsi. Elle m'a caché tant de choses. Ou peut-être, je n'ai jamais regardé. » Camille ne répondit pas. Elle sentit dans la voix de sa mère une sincérité rare, fragile. Peut-être était-il trop tard pour réparer. Mais il n'était pas trop tard pour comprendre. Quelques jours plus tard, Camille inscrivit cette œuvre comme point central de l'inauguration prochaine. Elle y voyait l'âme du lieu, l'essence même de ce que Madeleine avait voulu transmettre. Ce n'était pas un trésor au sens matériel. C'était un legs d'humanité, de lucidité, de beauté simple. Et elle savait, en marchant seule dans les couloirs encore inachevés du centre, que ce dernier cadeau de Madeleine n'était pas une surprise. C'était une réponse à l'oubli, à la solitude, au silence. Une œuvre pour dire « J'ai été là, j'ai vu, j'ai aimé, j'ai attendu. Et maintenant, vous savez. » Le jour tant attendu de l'inauguration arriva avec la lumière dorée d'un matin de juin douce et dense, comme si le ciel lui-même avait voulu adoucir les heures. La façade restaurée de l'ancien orphelinat brillait sous les premiers rayons, les murs nettoyés, les volets repeints, les fenêtres grandes ouvertes, laissant entrer l'air et le murmure d'une foule encore discrète. Camille, en tailleur sobre, les cheveux relevés, marchait lentement dans les couloirs. Chaque pas résonnait comme un rappel de tout ce qui avait été traversé. Le silence de Madeleine, les non-dits familiaux, les combats administratifs, les choix douloureux, les révélations inespérées. Le centre culturel portait officiellement le nom de Madeleine Fournier. L'inscription avait été gravée en lettres de bronze au-dessus de l'entrée principale, simple et droite. À l'intérieur, tout était prêt. Les œuvres accrochées, les objets exposés, les textes imprimés, les extraits sonores réglés, les bancs alignés pour les discours, les fleurs déposées avec soin aux endroits clés. L'atmosphère n'était ni solennelle, ni cérémonieuse. Elle avait ce ton grave et tendre des choses faites avec sincérité. Les premiers invités arrivèrent vers 10 heures. Des anciens du quartier, des membres des associations partenaires, des élèves d'écoles voisines, des représentants de la mairie de Tours, des journalistes locaux. Beaucoup ne connaissaient Madeleine que par fragments. D'autres venaient pour la première fois découvrir son histoire. Les associations caritatives avaient organisé un espace d'accueil et les enfants avaient dessiné des portraits de femmes courageuses à accrocher dans le couloir latéral. Camille accueillait chacun avec un mot, un regard, une attention. Elle ne cherchait pas à s'imposer, mais elle incarnait sans le dire la continuité vivante de Madeleine. Son calme, sa force silencieuse, sa précision dans les gestes rappelaient à tous que ce centre n'était pas une opération publique ou un monument figé. C'était un espace de transmission, un lieu de vérité partagée, une œuvre en cours. Peu après midi, les discours commencèrent. Un responsable municipal prit la parole en premier, soulignant l'importance d'un tel lieu dans la mémoire collective locale. Il parla de la rareté des projets portés par des jeunes, de la force d'une telle démarche. Puis vinrent les représentants des associations, chacune évoquant avec émotion le rôle de Madeleine comme donatrice secrète, comme modèle de dignité silencieuse. L'une d'elles lut un extrait de lettre que Madeleine lui avait adressée. « Ce que je donne, je le rends. Ce que j'ai reçu de la vie, je l'ai compris trop tard. Je vous donne maintenant ce que j'aurais voulu donner autrement. » Puis Claire Renaud prit brièvement la parole. Elle raconta, sans trahir la confidentialité du testament, à quel point Madeleine avait prévu chaque étape, chaque détail. Elle parla de Camille avec respect, insistant sur la rigueur de son engagement, sur la pureté de sa démarche. « Il ne s'agissait pas d'accomplir des tâches, dit-elle. Il s'agissait de transformer une douleur en lumière, et c'est ce que Camille a fait.
Camille fut invitée à conclure. Elle monta sur l'estrade sans notes, le regard clair, la voix posée. « Je ne suis pas ici pour raconter la vie de ma grand-mère. Elle l'a déjà racontée dans ses silences, dans ses lettres, dans ses œuvres, dans ses absences. Je suis ici pour dire qu'elle a compté, qu'elle a aimé, qu'elle a espéré, et qu'à travers ce lieu, elle continue à le faire. Ce que vous voyez autour de vous, ce ne sont pas des souvenirs figés. Ce sont des fragments vivants d'une femme qui a trop longtemps été mise de côté. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ensemble, c'est refuser que d'autres femmes soient oubliées de la même manière. » Un silence respectueux suivit ces mots. Puis les applaudissements vinrent, sobres mais sincères. Les visiteurs commencèrent à parcourir les salles. La salle principale, avec le tableau caché retrouvé dans le mur, attirait toutes les attentions. Certains restaient de longues minutes devant, d'autres revenaient plusieurs fois, cherchant à comprendre ce que la toile disait au-delà de l'image. Les archives sonores créaient une atmosphère intime, presque liturgique. On murmurait, on prenait des notes, on se touchait l'épaule en silence. À l'extérieur, une petite réception était organisée. Des tables avec des boissons, des pâtisseries préparées par des bénévoles, des bancs à l'ombre des platanes. Des enfants couraient dans le jardin restauré, la même où Madeleine avait joué enfant, 70 ans auparavant. C'était un tableau vivant, un instant suspendu entre passé et avenir. Et puis, contre toute attente, les 3 enfants de Madeleine apparurent. Ils n'avaient pas annoncé leur venue. Ils restèrent à distance d'abord, observant la foule, lisant les panneaux, parcourant les lieux séparément. Julien, visiblement bouleversé, se tint longuement devant le tableau. Paul, les mains dans les poches, fixait le sol plus qu'il ne regardait les murs. Hélène marcha jusqu'à la salle des lettres et lut en silence un texte écrit de la main de Madeleine. « À ceux qui me cherchent, je suis dans ce que j'ai aimé. » Camille les vit. Elle n'alla pas vers eux. Elle les laissa libres de partir, de rester, de comprendre ou non. Ce n'était plus son rôle de les guider. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait tenu sa promesse. En fin d'après-midi, alors que la lumière déclinait, Camille se rendit seule dans la dernière pièce du centre, celle qui n'était pas ouverte au public. C'était un petit bureau, sobre, avec un fauteuil, une lampe, un bureau en bois clair. Elle s'y assit, prit un carnet vierge et écrivit quelques lignes. « Tu m'as appris que l'amour ne se dit pas toujours, qu'il se construit. Tu m'as montré qu'un legs, ce n'est pas de l'argent. C'est un regard, une mémoire, un appel. J'ai répondu. J'espère l'avoir fait à la hauteur de ce que tu méritais. » Elle referma le carnet, le rangea dans un tiroir et sortit sans se retourner. Le centre culturel Madeleine Fournier n'était pas une fin. C'était un commencement. Un lieu pour que d'autres parlent, osent, reconstruisent, créent. Un héritage en vie transmis avec tendresse et clarté à celles et ceux qui sauraient l'entendre. Une semaine après l'inauguration, le centre culturel Madeleine Fournier avait déjà reçu plus de 1000 visiteurs. Les médias régionaux et quelques journalistes culturels de Paris avaient couvert l'événement avec sobriété, soulignant la singularité de l'initiative, la richesse du parcours de Madeleine et l'engagement rare de Camille. Mais au-delà des articles, ce qui faisait vivre le lieu, c'était les histoires. Chaque jour, des femmes de tous âges franchissaient les portes pour dire qu'elles aussi avaient connu la solitude, la marginalisation, le silence imposé. Certaines revenaient plusieurs fois, apportant des photos, des objets, des lettres anciennes. L'exposition devenait organique, mouvante, accueillant les voix oubliées de tant d'autres Madeleines. Camille continuait de venir chaque jour. Elle ne se tenait pas en vedette. Elle aidait à l'accueil, répondait aux questions, réparait un cadre, arrangeait un bouquet de fleurs, transcrivait un témoignage. Son bureau restait discret, à l'arrière du bâtiment, mais ouvert à celles et ceux qui demandaient à la voir. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni récompense. Ce qu'elle avait fait, elle l'avait accompli par fidélité, par amour et parce qu'il fallait le faire. Un matin, alors qu'elle rangeait quelques documents dans la pièce des archives, elle trouva un carnet qu'elle croyait perdu. C'était celui qu'elle avait utilisé au début de la Restauration lorsqu'elle avait commencé à consigner les événements, les pensées, les premières découvertes. Elle le relut page après page. Les mots d'alors lui semblèrent de plus jeunes, plus hésitants, mais remplis d'une intensité sincère. Elle y retrouvait ses propres doutes, les tensions avec sa famille, les premiers frissons face à l'injustice du silence autour de Madeleine. À la dernière page, restée vierge, elle prit un stylo
et écrivit une lettre, non pas à publier, non pas à exposer, une lettre intime qu'elle voulait simplement laisser ici, dans le cœur du lieu. « Madeleine, je t'écris aujourd'hui parce que je n'ai jamais pu te dire tout ce que tu m'as donné. Tu m'as offert bien plus qu'un héritage. Tu m'as offert une histoire, une mémoire, une direction. Tu m'as appris que ce qui compte n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on transmet. Tu as transformé ton absence en présence, ton silence en voix, ta fragilité en force. Il m'arrive encore certains soirs de croire que tu vas m'appeler, de m'attendre à entendre ta voix me dire que tu as oublié une recette ou que tu veux me parler d'un tableau. Mais maintenant, je sais que tu es là, dans chaque pièce, dans chaque regard de ceux qui entrent ici, dans chaque souffle qui traverse ce bâtiment. Tu n'es plus invisible, tu n'es plus oublié. Tu es devenu, pour tant de gens, un repère. Et moi, je te promets de continuer. Camille. Elle glissa le carnet dans un tiroir, le ferma à clé et plaça la clé dans une enveloppe qu'elle confia à Claire Renaud avec une seule consigne: à ouvrir si un jour ce lieu perd son sens. Claire, les yeux embués, accepta sans un mot. Peu après, Camille reçut une invitation inattendue. Le musée d'Orsay souhaitait inclure le tableau retrouvé dans une exposition temporaire consacrée aux artistes oubliés du XXe siècle. Il proposait un prêt de 3 mois assorti d'une restauration préventive et d'une publication dans leur catalogue. Camille hésita. Elle consulta l'équipe du centre, puis se rendit seule devant la toile. Elle resta debout sans parler, puis sourit. Madeleine aurait voulu cela, non pour la gloire, mais pour que le monde voie enfin ce qu'elle avait caché, pour que la beauté silencieuse devienne lumière. Elle accepta, à condition que la présentation du tableau raconte l'histoire complète, celle de l'orpheline, de la restauratrice, de la femme invisible. Le musée accepta, et lorsque l'œuvre fut exposée, elle attira une attention inattendue. Des critiques évoquèrent une révélation artistique. Des historiens commencèrent à parler de Madeleine Fournier comme d'un nom à retenir. Mais Camille ne se laissa pas emporter. Elle savait que l'essentiel ne résidait pas dans les articles ou les projecteurs, mais dans les murs de ce centre, dans les histoires qu'il abritait, dans les voix qu'il révélait. Un soir, alors qu'elle fermait les fenêtres du bâtiment, un petit groupe d'enfants s'attarda dans la cour. L'un d'eux, une fille aux cheveux bouclés, courut vers elle et lui demanda « C'est vrai que c'était ta grand-mère, Madame Madeleine ?» Camille s'agenouilla et répondit avec un sourire doux « Oui, c'était elle. Et maintenant, elle est aussi un peu la vôtre. » L'enfant hocha la tête puis courut rejoindre les autres. Camille les regarda s'éloigner, une boule dans la gorge, une paix étrange au creux du ventre. Elle savait que Madeleine, là où elle était, aurait souri. Le centre culturel Madeleine Fournier continua de vivre, de grandir, d'accueillir. Il devint un point de repère dans la région, un modèle pour d'autres villes. Mais pour Camille, il resta toujours une lettre ouverte, une lettre écrite en silence, avec des murs, des œuvres, des mots vrais. Une lettre adressée à toutes les Madeleines du monde et à ceux qui un jour sauront les écouter.